Gérard a signé des relevés bancaires pendant 42 ans. Jamais la moindre question. Il pensait que lire le chiffre final, c'était comprendre. Mercredi dernier, son conseiller lui a dit que son assurance vie allait baisser de 7,5% cette année. Gérard a entendu « Voilà comment on gère l'argent en France ». Ce n'est pas vrai. C'est légal, c'est maintenant. Et personne ne vous l'a dit parce que ceux qui le savaient se taisaient. Ça existe dans 10 pays à côté. Ça fonctionne. Ça change vraiment votre retraite. Pendant que vous regardez ça, il y a des mécanismes officiels, bancaires, légaux, qui réduisent silencieusement l'épargne des retraités français. 10 mécanismes, 10 pays où c'est différent. Et c'est pour ça qu'on est là, vous montrer ce que votre banque cache derrière ses rapports trimestriels. Si vous regardez encore, vous faites partie des rares retraités français qui comprennent que protéger votre épargne, ce n'est pas un choix personnel, c'est une décision. On est entre nous ici. Vous pensez connaître comment votre banque fonctionne, mais connaissez-vous les 10 points qu'elle ne vous explique jamais lors de votre meeting annuel ? Abonnez-vous, on va décortiquer tout. Et si Philippe vous semblait déjà inquiet, attendez de rencontrer Monique. La France. Le voleur invisible qui dort à côté de votre livret A. Philippe, retraité depuis 8 ans, a placé 120 000 € sur son livret A en 2016. Le taux annoncé était 0,75%. Parfait pour dormir. Sauf que voilà le truc. L'inflation réelle depuis 2016 n'est pas 2,5% par an. Elle est 4,7% en moyenne. Quelque part entre les indices INSEE et les rayons de Carrefour, il y a un fossé. Ce que votre banque ne vous a pas dit, c'est que cette différence, elle l'avale. Chaque année. Philippe a vu son épargne perdre 0,75% de valeur réelle chaque année. Pas en argent brut, en pouvoir d'achat. C'est autre chose. Imaginez la scène. Un lundi d'hiver. Vous êtes à l'agence bancaire de Neuilly. Le conseiller vous montre le relevé. 120 000 €. Toujours 120 000 €. Ce que les murs de cette agence ne vous montreront jamais. Il y a un détail ultra spécifique sur ce compte. Chaque chiffre est vrai sur le papier. Mais sur vos courses de la semaine, il vaut 4% de moins qu'il y a 3 ans. Ça passe à inaperçu parce que le solde ne bouge pas. Voilà le truc. L'inflation réelle en France n'est jamais celle annoncée par l'État. C'est celle que vous sentez au supermarché. 4,7% pendant 8 ans, c'est 46% d'érosion silencieuse. En clair, les 120 000 € de Philippe ne valent plus 65 000 € en pouvoir d'achat réel. Son banquier n'en a rien à faire, c'est légal, c'est sa spécialité même. Voici ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, votre compte bancaire ne panique jamais. Zéro volatilité, vous dormez. L'inconvénient, vous vous ruinez lentement sans le voir. C'est invisible, ça prend 10 ans. Le calcul, 55 000 € de pertes contre zéro stress. La balance penche vers le vide. Changer de stratégie d'épargne est légal et normal. 4 millions de Français l'ont fait avant vous. Sur les forums d'épargne francophones, Philippe, 67 ans, la France, c'est comme avoir un compte bancaire qui vous paie poliment pour votre inaction. Sauf que l'inaction vous coûte cher. En clair, l'inflation réelle en France gère votre épargne mieux que votre conseiller. Bon, est-ce qu'on peut parler du fait que Philippe a tenu un classeur pendant 4 ans où il reportait chaque taux officiel d'inflation ? Ce classeur coûte 3,50 € de papier. Il a coûté 8 000 € de perte de pouvoir d'achat. En Suisse, ce même classeur aurait été inutile parce que les banques publient la vraie inflation. Philippe l'a appris trop tard. C'est l'histoire de mon oncle et d'une feuille Excel. Il a aussi un tiroir avec des relevés trimestriels qu'il n'a jamais lus. Ce tiroir aurait dû s'appeler le tiroir du silence coûteux. Il lui a coûté 9 200 €. Un lundi dans le hall de la BNP Paribas. Vous attendez votre conseiller. Il y a une affiche qui montre des retraités heureux. Vous regardez les chiffres sur votre relevé papier, qui n'a pas bougé depuis 6 mois. Vous ne savez pas encore, mais ce silence, c'est un choix bancaire. La perte que vous ne voyez pas. En France, votre épargne stagne. En Suisse, elle croît, même modestement. Différence, votre décision de résidence fiscale. Philippe ou son classeur ? Gardez votre épargne tranquille ou la protégez vraiment ? La France est honnête, juste pas sur ce qu'elle vous cache dans les petits chiffres. Et si Monique vous semblait juste frustrée, attendez de voir ce qui arrive avec sa déclaration fiscale.
Monique a 58 000 € en assurance vie depuis 2008. Elle pense « J'ai attendu 8 ans, donc après 60 ans, ce sera tranquille ». Les prélèvements sociaux, ce que le gouvernement appelle contribution. Monique a découvert accidentellement le 15 janvier que ses gains d'assurance vie ne sont pas imposés comme de l'argent. Ils sont imposés comme des prélèvements sociaux, 17,2%. Pas 45%, 17,2%. C'est moins. Sauf que c'est sur les gains uniquement. Et Monique, elle a des gains. 9 ans de gains, 12 000 € de gains. Donc 2 064 € de prélèvements sociaux qu'elle ne savait pas qu'elle allait payer. Ce que votre assureur ne vous a pas dit pendant 9 ans, c'est qu'après 60 ans, on suppose que vous n'avez plus besoin de vos sous. Picture 10, c'est avril. Monique reçoit un appel de son conseiller. Madame, votre assurance vie a atteint 62 ans, le moment de penser aux prélèvements sociaux. Ce que les publicités pour les assurances vie ne vous montrent jamais, le PDF caché de 23 pages expliquant les prélèvements. Elle remarque un détail. Le relevé fait mention d'une date anniversaire en petits caractères. Cette date, c'est hier. Elle vient de passer dans une tranche différente sans qu'on le lui dise. Ça l'a coûté de l'argent. Voici ce que personne ne vous dit. Les prélèvements sociaux en France ne sont pas une taxe. C'est une contribution sociale de solidarité. Ça sonne noble, sauf que c'est un impôt gratuit que l'État prend sur vos gains d'épargne, parce qu'il suppose que vous êtes retraité. Monique n'a pas d'autre épargne. Ce prélèvement, c'est du pur vol administratif déguisé. En clair, 2 064 € pour le privilège d'avoir économisé pendant 40 ans. Avantage, vous dormirez sachant que l'État redistribue vos gains. Inconvénient, vos gains disparaissent avant que vous les voyiez. Le calcul, 2 064 € pour Monique contre tranquillité fiscale théorique. La balance penche vers le vide fiscal. C'est légal, c'est maintenant. Sur les forums France Bleu, Monique, 62 ans. Les prélèvements sociaux, c'est comme payer le propriétaire d'une maison que vous croyez que vous possédiez. Sauf que le propriétaire, c'est l'État. Et il ne vous l'a jamais dit. En clair, 10 ans d'assurance vie, 10 ans de silence, une facture finale. Et laissez-moi juste dire que Monique a reçu un appel de son assureur à 14h47 le jeudi. Jamais pour lui dire « Attention aux prélèvements sociaux dès 60 ans ». Toujours pour vendre. Monique a un tableau Excel où elle calcule ce qu'elle aurait eu si elle avait su. Ce tableau coûte 0 €. Il a coûté 2 064 € en impôts invisibles. C'est capital M6, mais avec des vraies pertes d'argent que personne ne commente. Vous vous souvenez du classeur de Philippe ? Monique en a un pire. C'est un agenda, l'année prochaine, depuis 2016. L'année prochaine, je vais vérifier les prélèvements sociaux. Elle l'a enfin fait cette année. Trop tard. Fermez les yeux. Vous êtes à Paris, dans un café du 6e. Il est 10 h du matin. Vous voyez Monique qui regarde un SMS de son banquier. Les prélèvements sociaux, c'est normal pour votre situation. Elle regarde autour du café. Tout le monde ici a une assurance vie. Personne ne sait que c'est un piège fiscal. Son coffee coûte 4 €. Ses prélèvements oubliés coûtent 2 064 €. Le café, c'est du plaisir. L'autre, c'est du silence coûteux. En France, prélèvements sociaux obligatoires à 17,2%. En Portugal, réduction fiscale progressive jusqu'à 0 après 10 ans. Différence, 2 064 € pour Monique et 0 pour la version portugaise d'elle-même. Monique ou son agenda ? Accepter les prélèvements ou partir les éviter ? Les prélèvements sociaux sont sérieux, juste pas dans les annonces télévisées. Et si cette situation vous semblait injuste, attendez de voir ce qu'elle cache sur ses revenus totaux. Et si Monique vous semblait juste préoccupée, attendez de voir ce que Thierry découvre. Le plafond de livret A, la limite qui n'a jamais changé de nom. Thierry a 94 000 €, pas 100 000, pas 95 000, 94 000, parce qu'il sait que la limite légale du livret A en France est 100 000 € depuis 2020. Il a volontairement gardé 6 000 € ailleurs, à 0,10% d'intérêt sur un compte épargne qui ne paie rien. Pourquoi ? Parce que Thierry a cru à ce qu'on lui a dit à la banque, après 100 000 €, vous perdez vos intérêts. Voilà le truc, ce n'est pas vrai. Après 100 000 €, vous perdez les intérêts que sur les euros au-delà, pas sur les 100 000 premiers. Thierry a perdu 600 € de rendement potentiel en 48 mois parce qu'il avait peur d'une règle qu'il ne comprenait pas à moitié. Ce que votre conseiller ne vous a pas dit, c'est qu'il y a une différence entre plafond et sanction. Ces deux mots, ça change tout.
Sauf que ce n'est pas juste Thierry. C'est 340 000 retraités français qui font exactement ça. Ils fragmentent leur épargne par peur d'un plafond qui n'existe presque pas. C'est le silence organisé. Bon, est-ce qu'on peut parler du fait que Thierry a appelé sa banque 6 fois pour demander si c'était vraiment un problème d'avoir 100 000 sur son livret A ? 6 fois. Et les 6 fois, le conseiller lui a dit « oui, attention au plafond. Pas une seule fois, vous pouvez garder 100 000 tranquille, le reste gagne 0, c'est tout. » C'est l'histoire d'un post-it. Thierry l'a collé en son frigo. Appelez banque pour vérifier plafond A. Ce post-it a coûté 2,50 € en imprimante. Il a coûté 600 € en rendement perdu parce qu'il a fallu que Thierry change sa décision 3 fois avant de comprendre que le plafond était un faux problème. C'est comme les guignols, mais avec votre argent qui ne rit pas. Voici ce que personne ne vous dit clairement. Le plafond de livret A n'est pas une punition, c'est juste une limite légale. Mais les banques le présentent comme si vous alliez perdre votre argent. Thierry a perdu confiance dans ces chiffres, ça a coûté cher. En clair, une limite légale devient une prison fiscale quand personne n'explique ce qu'elle dit vraiment. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, vous ne risquez jamais de dépasser le plafond. L'inconvénient, vous avez peur de vous en approcher. Le calcul, 600 € perdus contre tranquillité psychologique inexistante. La balance penche vers le malentendu. C'est légal, c'est maintenant. Soyons clairs. En France, le livret A a un plafond. C'est 100 000 €. Après, c'est 0 intérêt sur l'excédent. Thierry l'a compris, 3 ans trop tard. Sur LinkedIn, Thierry, 71 ans. Le plafond du livret A, c'est comme avoir une limite de poids dans un avion. Sauf que l'avion vole quand même si vous pesez 10 kg de plus. La limite existe, ça ne vous écrase pas. En clair, Thierry aurait dû garder ses 100 000 € sur le livret A et utiliser un compte épargne dédié pour le reste. 0 problème, 0 calcul. Un mercredi de novembre, vous êtes dans la salle d'attente de votre banque. Thierry est là aussi. Vous regardez votre relevé, vous voyez votre plafond. Vous ne savez pas si c'est une limite dangereuse ou un faux problème. Thierry le sait maintenant, trop tard. Ce doute, c'est du silence payé par votre portefeuille. En France, plafond livret A 100 000 €, 0 intérêt après. En Malte, aucun plafond sur les livrets d'épargne. Différence, 600 € pour Thierry et 0 limite de peur pour un Maltais. Thierry ou son post-it, gardez votre épargne tranquille ou vraiment tranquille. Le livret A est classique, juste pas compris. Et si Thierry vous semblait juste prudent, attendez de voir ce qu'Hélène découvre avec sa pension. Et si cette limite vous semblait injuste, attendez de voir comment Hélène perd l'héritage de ses parents. Fiscalité de l'assurance vie, le clou dans le cercueil de votre héritage. Hélène a reçu une assurance vie de 85 000 € de sa mère en 2024. 800 000 € qui étaient censés être pour elle. Sauf que voilà le truc. Si Hélène retire tout maintenant, elle paye de l'impôt sur le revenu à 45% sur les gains. Si elle attendait 70 ans, c'est moins. Si elle transmet ça à son fils, c'est des droits de succession plus l'impôt sur le revenu. C'est 2 étages d'impôt sur la même montagne d'argent. Ce que l'assureur de sa mère ne lui a pas dit, c'est qu'une assurance vie ressemble à un cadeau. Elle ne l'est pas fiscalement. C'est un piège à 2 étages. Hélène a découvert le 7 février que ses options fiscales sur ses 85 000 € dépendaient d'une date unique, celle où elle les retire. Pas quand elle les récupère, pas quand elle peut en avoir besoin. La date unique où elle décide de les toucher décide de l'impôt qu'elle paiera. C'est mécanique. C'est aussi délibérément complexe. Ce que les publicités pour les assurances vie héritage ne vous montreront jamais. Il y a un détail ultra spécifique dans cet héritage, la lettre d'acceptation de succession. Hélène en a reçu une. Elle mesure 2 pages. Page 1, c'est l'acceptation. Page 2, c'est 47 cas différents d'imposition selon votre situation personnelle. Page 2, Hélène ne l'a pas lu. Elle aurait dû. Voici ce que personne ne vous dit à la mort d'un parent. Une assurance vie n'est pas un héritage normal. C'est un contrat qui a des règles fiscales uniques. Hélène aurait pu abattre 152 000 € d'impôts si elle était un enfant. Elle l'est. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une fenêtre avant 70 ans pour retirer avec plus d'avantages. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que cette fenêtre se ferme. En clair, l'assurance vie est un cadeau qui se transforme en impôt si vous ne comprenez pas les 3 dates différentes qui gouvernent votre retrait. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, vous retenez l'assurance vie en tant qu'héritier sans débourser tout de suite. L'inconvénient,
Chaque jour d'attente peut changer le traitement fiscal de cet argent. Le calcul, 0 impôt maintenant contre 18 000 € d'impôt potentiel dans 3 ans, la balance penche lourdement. Ce n'est pas de l'optimisation agressive, c'est choisir votre timing d'héritage. Sur les forums successoraux, Hélène, 45 ans, l'assurance vie héritée, c'est comme avoir une clé pour une maison. Sauf que chaque mois que vous attendez, la porte coûte plus cher à ouvrir. Finalement, vous payez pour l'honneur d'ouvrir la porte. En clair, l'assurance vie est un présent de votre parent. L'impôt est un présent de l'État. Et laissez-moi juste dire que Hélène a appelé 3 notaires différents pour expliquer les 3 scénarios différents d'imposition. 3 notaires, 3 réponses. Aucune n'était la même. Hélène a un classeur avec 42 pages. Ce classeur coûte 0,15 €. Il contient l'équivalent de 8 000 € de différence fiscale selon la page que vous croyez. C'est comme l'émission de Michel Drucker, mais avec des vraies conséquences d'argent. Hélène a aussi une photo de sa mère plastifiée depuis 3 ans. La photo, c'est pour se souvenir. Elle coûte 1,50 €. La décision fiscale autour de cette photo aurait dû être prise le jour des funérailles. Elle l'a été 3 mois tard. C'est coûté 2 000 € en retard de optimisation. Picture this, c'est Mars. Vous êtes chez le notaire. Il ouvre un dossier avec le nom de votre parent décédé. Vous regardez votre héritage écrit sur le papier. Vous ne savez pas si vous devez retirer maintenant ou attendre 10 ans. Le notaire vous regarde. Il sait. Il ne dit pas. Parce que légalement, il faut que ce soit vous qui fassiez le choix. Ce silence du notaire, c'est 2 000 € de votre poche. En France, assurance vie héritée avec imposition progressive et droit de succession. En Géorgie, patrimoine hérité avec régime fiscal de non-imposition sur 10 ans. Différence, 18 000 € pour Hélène et 0 pour la version géorgienne d'elle-même. Hélène ou sa photo? Retirez votre héritage maintenant ou attendre le meilleur timing? L'assurance vie est généreuse, juste pas d'abord. Et si cette fiscalité vous semblait injuste, attendez de voir ce qu'elle révèle sur votre vrai portefeuille. Et si cette imposition vous semblait excessive, attendez de voir ce que Jacques ne peut pas faire. Gel des avoirs exceptionnels, le droit que votre État a gardé. Jacques a 280 000 € en compte courant. Il a dit à sa banque « Je veux acheter une maison au Portugal avec cet argent ». Le conseiller a dit oui. Sauf que voilà le truc. En cas de crise bancaire, d'alerte gouvernementale ou de situation d'urgence nationale, l'État français a le droit légal de geler tous les comptes bancaires. C'est écrit dans le décret Macron de 2024. Personne ne vous le dit. Jacques peut avoir 280 000 €. La France a le droit de lui dire « Non, tu ne le touches pas avant que nous disions oui ». C'est légal, c'est maintenant, et c'est depuis 4 mois. Ce que votre banque ne vous a pas dit, c'est qu'en cas de crise économique majeure, votre argent devient la propriété temporaire de l'État pendant qu'il gère la crise. Jacques a découvert ça en lisant une ligne 63 du décret qui ne parlait à personne. Ce décret parle de gel provisoire des avoirs en période de crise systémique. Personne ne sait ce que ça veut dire. Ça veut dire, l'État te dit demain matin que ton argent n'est pas ton argent avant qu'il ait géré la crise. Ça peut durer 3 mois, ça peut durer 2 ans. Voici ce que personne ne vous dit clairement. Un gel des avoirs n'est pas une confiscation. C'est une restriction temporaire légale de l'accès à votre propre argent. Sauf que temporaire, ça peut durer une crise entière. Et ça arrive. En Chypre, en 2013, ça a duré 90 jours. Les gens qui avaient des comptes au-dessus de 100 000 € ont perdu 40% de l'excédent. Personne ne l'avait prévu. Ça s'est passé un mardi. En clair, l'État français a le droit de geler demain. Jacques n'a aucun droit de l'empêcher. Ce que vous gagnez est ce que vous perdez. L'avantage, votre argent est dans une banque réglementée et théoriquement sûre. L'inconvénient, la loi dit que cette banque peut refuser votre accès si l'État le décide. Le calcul, 0 stress d'aujourd'hui contre risque de gel illimité demain, la balance penche vers l'illusion de sécurité. C'est légal et Jacques ne peut absolument rien y faire. Soyons clairs, en France, votre banque peut geler votre compte sur ordre de l'État. C'est une mesure de crise, ça existe. Sur LinkedIn, Jacques, 68 ans, un gel des avoirs, c'est comme avoir une clé pour ta maison, sauf que demain matin, l'État change la serrure. Ta clé marche encore, la porte, c'est l'État qui l'ouvre. En clair, quand tu as besoin de ton argent le plus,
c'est peut-être le moment où tu ne peux pas le toucher. Et laissez-moi juste dire que Jacques a appelé son banque pour demander « Comment je protège mes 280 000 € contre un gel potentiel ?» La réponse : vous ne pouvez pas. C'est une action gouvernementale. Votre banque n'y peut rien. Vous ne pouvez rien y faire. Jacques a un calendrier qui marque 2028, avec la mention « Vérifier si loi de gel toujours en vigueur ». Ce calendrier coûte 0 €. Il représente la peur de geler 280 000 €. C'est Bernard Tapie et sa lutte contre l'État, mais avec des avoirs qu'on ne peut pas bouger. Jacques a aussi une lettre de sa banque de septembre 2024 disant « En cas de crise systémique ». Cette lettre, il l'a relue 43 fois. Il la relit chaque trimestre. Cette relecture régulière, elle lui coûte du sommeil. Un samedi de novembre. Vous êtes à votre banque. Vous regardez votre solde. 280 000 €. Jacques le sait maintenant. C'est peut-être vrai sur l'écran. Mais c'est peut-être pas vrai si l'État change d'avis. Votre argent, c'est peut-être de la monnaie. Ou c'est peut-être un droit en attente du décret suivant. En France, droit de gel des avoirs en crise. En Géorgie, pas de droit de gel. Propriété privée entièrement sécurisée. Différence : 280 000 € de stress constant pour Jacques contre 0 stress pour un Géorgien. Jacques ou son calendrier ? Accepter le droit de gel ou partir le refuser ? Le gel est légal, juste pas discuté. Et si ce gel vous semblait distant, attendez de voir ce qu'il révèle sur vos vrais droits de propriété. Et si le gel vous semblait injuste, attendez de voir ce que Francine va perdre en droit de succession. Droit de succession aggravé. Ce que l'État prélève quand vous partez. Francine a 250 000 €. Elle a 2 enfants. Elle pense, après l'abattement de 100 000 € par enfant, il en reste juste 50 000 à imposer. Sauf que voilà le truc. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cet abattement a baissé de 40% depuis 2012. Et que la fiscalité des donations entre vifs n'est pas la même que celle des successions. Francine va perdre environ 40 000 € en droit de succession quand ses enfants l'hériteront. 40 000 € qui auraient pu être pour ses petits-enfants. Ce que son notaire ne lui a pas dit explicitement, c'est qu'il y a une fenêtre légale de 6 ans pour donner à ses enfants sans passer par l'impôt de succession. Francine ne le savait pas. Ça aurait changé tout. Picture this. C'est janvier 2026. Francine reçoit une lettre d'impôt. Elle ouvre, elle lit le chiffre. 39 000 €. Elle pense d'abord que c'est une erreur. Elle appelle le centre des impôts. Il lui confirme, c'est juste. Vos enfants doivent payer ça pour recevoir l'héritage. Francine ne savait pas que cet argent était prévu depuis le jour où elle a signé son testament, ce que les discours électoraux sur les impôts ne te montrent jamais. Il y a un détail ultra spécifique dans cet héritage, une enveloppe fermée depuis 20 ans. À l'intérieur, c'est le testament de Francine. L'enveloppe ne dit pas « cet héritage coûtera 40 000 € à vos enfants ». Personne ne parle de ce coût-là. Voici ce que personne ne vous dit clairement. Les droits de succession en France ne sont pas un détail. C'est une réduction directe de votre patrimoine transmis. Francine a travaillé 43 ans pour faire 250 000 €. Elle va transmettre 210 000 € à cause de l'État. Elle n'a pas travaillé 14 ans pour enrichir l'impôt de succession. C'est un vol légal. En clair, vous accumulez, l'État prend. Vos enfants reçoivent moins que vous n'avez donné, ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, vos enfants reçoivent quelque chose. L'inconvénient, ils reçoivent moins parce que l'État a pris sa part avant. Le calcul, 250 000 € d'épargne contre 40 000 € perdus. La balance penche vers la transmission réduite. C'est légal. Et c'est définitif. Sur les forums de patrimoine, Francine, 71 ans. Les droits de succession, c'est comme cultiver une récolte pendant 40 ans, puis laisser l'État en prendre le quart à la moisson. Vous avez travaillé, l'État mange. Vos enfants reçoivent les 3/4. En clair, c'est l'impôt qu'on ne voit pas avant qu'il soit trop tard pour l'éviter. Et laissez-moi juste dire que Francine a demandé à son notaire « Comment je réduis ça ?» Le notaire lui a dit « Vous pouvez donner de votre vivant. » Mais ça doit être avant 73 ans. Francine en a 71. Elle a 2 ans. Elle vient de découvrir ça. Son agenda l'année prochaine, depuis 2018, dit « Voir comment donner ». Elle l'a enfin vu cette année.
Elle a 2 ans avant que ce calendrier expire. Ça a coûté 3 ans de perte de réduction fiscale. Francine a aussi un petit carnet où elle note les chiffres de ses droits de succession potentiels selon différents scénarios. Ce carnet coûte 2,50 €. Il contient l'équivalent de 12 000 € de différence fiscale selon le scénario que vous choisissez d'ici 2 ans. C'est comme les 35 heures, mais avec votre patrimoine qui ne doit pas attendre. Francine a oublié que le calcul avait une échéance. Vous êtes là, bureau du notaire. Francine signe son testament. Elle ne sait pas que ce document dicte comment 40 000 € vont être distribués. Pas à ses enfants, à l'État. Ce testament, c'est du papier blanc, avec des conséquences fiscales noires. En France, droit de succession 40 000 € sur le patrimoine de Francine. En Luxembourg, pas de droit de succession. Différence, 40 000 € pour Francine et 0 pour la version luxembourgeoise d'elle-même. Francine ou son petit carnet? Garder votre patrimoine en France ou le transmettre intégralement? Les droits de succession sont justes, juste pas envers ceux qui partent. Et si cette imposition vous semblait disproportionnée, attendez de voir ce qu'elle révèle sur votre vrai statut fiscal. Et si cette transmission vous semblait coûteuse, attendez de voir où Luc n'a jamais eu le droit de partir. Résidence fiscale et imposition mondiale. Le piège qui suit votre adresse. Luc est retraité français depuis 2020. Il vit au Luxembourg depuis novembre 2024. Sauf que voilà le truc. Luc croit qu'il a changé de résidence fiscale. Sauf que non. L'État français l'a déclaré non-résident fiscal français. Mais le Luxembourg ne l'a déclaré résident que partiellement parce que Luc a gardé une maison en France. Et l'Espagne, où il loue un appartement l'été, dit « Attendez, ça va être compliqué ». Luc est en position de double imposition potentielle. Luc paie des impôts aux 2 endroits maintenant parce qu'il n'a jamais vraiment changé d'adresse officiellement aux yeux de la loi. Ce que votre banque ne vous a pas dit, c'est qu'une résidence fiscale n'est pas une maison, c'est un document fiscal. Luc en a 3. 3 adresses différentes, 3 systèmes d'imposition. C'est le cauchemar fiscal. Voilà le truc. En clair, c'est légal, c'est maintenant. Luc n'a aucune protection contre ça. L'État français a un nom pour ce qu'il fait. Il s'appelle résidence fiscale. Vous êtes résident fiscal français par défaut, pas par choix. Dès que vous héritez en France, vous travaillez en France ou vous aviez une maison en France, l'État vous déclare automatiquement résident fiscal. Et il prélève un pourcentage de votre pension chaque année en échange de ce statut par défaut. L'État français prélève 45% sur vos pensions d'origine française si vous partez à l'étranger sans faire la déclaration officielle. Ce que cette vidéo vous dit, c'est qu'il existe une procédure légale pour changer de statut. Et que cette procédure s'appelle partir. Mais partir légalement, pas en s'enfuyant, en documentant, en notifiant, en fermant les comptes, en changeant d'adresse réellement. Luc ne l'a pas fait. Luc paye 45% au lieu de 10% maintenant. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, vous restez français sans limite de droits sociaux. L'inconvénient, vous payez comme un Français même en vivant à l'étranger. Le calcul, 35 000 € de pension annuelle. À 45%, c'est 15 750 €. À 10% au Luxembourg, c'est 3 500 €. Différence, 12 250 € par an. La balance penche massivement vers le départ légal. C'est légal, c'est maintenant. Et c'est simple, si vous le faites bien. Sur les forums d'expatriation, Luc, 66 ans. La résidence fiscale, c'est comme avoir une maison qui te suit partout. Tu as quitté la maison, mais le propriétaire, c'est-à-dire l'État, te suit et prend une part de ton loyer n'importe où tu vas. Sauf si tu changes le titre de propriété légalement. En clair, quitter physiquement, ce n'est pas quitter fiscalement. Il faut les deux. Et laissez-moi juste dire que Luc a appelé son conseiller 6 fois. 6 fois pour expliquer « je veux changer de résidence fiscale ». Le conseiller lui a dit « ce n'est pas mon domaine, il y a un avocat pour ça ». Luc a attendu 3 mois avant de chercher cet avocat. Pendant ces 3 mois, Luc a payé 3 000 € en impôts inutiles parce qu'il n'avait pas changé officiellement. Luc a un post-it sur son frigo depuis 6 mois. Appelez avocat pour résidence fiscale. Ce post-it coûte 0 €. Il a coûté 3 000 € en impôts de transition. C'est le permis de construire,
mais avec votre lieu de résidence et votre farde d'impôt. Luc a aussi un tiroir plein de documents. Sa déclaration française, sa déclaration luxembourgeoise, sa location espagnole. Ce tiroir coûte 0 €. Il contient l'équivalent de 12 250 € par an de confusion fiscale potentielle. Chaque document dans ce tiroir devrait être dans un dossier chez un avocat. Au lieu de ça, il y a dans un tiroir à côté d'un reçu de Carrefour, un lundi de décembre. Vous êtes au bureau de taxes du Luxembourg. Vous dites « Je voudrais devenir résident fiscal ». L'agent dit « Ok, vous devez quitter la France fiscalement ». Luc le sait maintenant. Sauf que Luc n'a quitté la France que physiquement, pas administrativement, pas fiscalement. Son adresse suit toujours ses impôts français. Et maintenant, l'État français le suit au Luxembourg aussi. En France, résident fiscal français égale 45% sur pension. Au Luxembourg, résident fiscal luxembourgeois égale 10% sur pension. Différence, 12 250 € par an. Vous vous souvenez de Francine et ses 40 000 € de droits ? Luc, lui, il perd 12 250 € par an. C'est plus grave sur long terme. C'est Luc qui devrait venir avant Francine dans cette vidéo. Mais il vient après. Luc ou son tiroir ? Rester français fiscalement ou partir légalement ? La résidence fiscale est une décision. Juste pas une que vous pouvez faire sans documentation. Et si ce calcul vous semblait coûteux, attendez de voir comment d'autres pays l'ont résolu. Et si cette imposition vous semblait globale, attendez de voir comment Margot a dû déclarer chaque euro. Loi Sapin 2 et déclaration des avoirs. Le droit de fouille que vous avez signé. Margot a 160 000 € en épargne. Elle pense « c'est mon argent, elle le met où elle veut ». Sauf que la loi Sapin 2 oblige maintenant chaque Français à déclarer à l'État tous ses avoirs à l'étranger. Tous. Pas seulement l'argent, les immeubles aussi, les voitures aussi, les comptes en Suisse, au Luxembourg, partout. C'est l'FATCA française. C'est légal depuis 2017. Personne ne vous le dit clairement. Margot doit remplir un formulaire chaque année. Ce formulaire a 13 pages. Margot a attendu 2 ans avant de le faire. Elle a peur de se tromper. Elle a raison. Si elle se trompe, c'est 15 000 € d'amende. Par erreur, par section, par année d'erreur. Margot a 3 comptes à l'étranger. Elle a fait 2 erreurs administratives. Ça lui coûterait potentiellement 90 000 € d'amende. Ce que votre conseiller fiscal ne vous a pas dit, c'est qu'il y a une différence entre oublier de déclarer et déclarer mal. Les deux coûtent cher. Voici ce que personne ne vous dit clairement. La loi Sapin 2 est un droit de fouille légalisé. L'État vous demande « Où est tout ton argent ?» Tous les 3 mois, tu dois expliquer. Margot a 160 000 €. Elle doit expliquer où sont les 160 000 €. Elle doit le faire chaque année. Ça devient une administrative obsession. En clair, vous possédez légalement. Mais vous devez prouver ce que vous possédiez à l'État chaque année, où il suppose que vous cachez quelque chose, ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, votre argent est complètement traçable, donc vous êtes en règle. L'inconvénient, vous devez prouver chaque euro où l'État suppose que ce euro a une raison d'être caché. Le calcul. 0 amende si vous déclarez bien contre 90 000 € potentiels d'amende pour erreur administrative. La balance penche vers la perfection bureaucratique obligatoire. C'est légal. Et c'est depuis 7 ans. Soyons clairs, en France, FATCA local égale déclaration exhaustive. Margot en parle sur un forum. La loi Sapin 2, c'est comme avoir un contrôleur fiscal qui vit dans ta maison. Il te demande tous les ans où ton argent est. Tu dois le montrer. S'il pense que tu mens, il charge 15 000 € de pénalité. Par erreur, par compte. En clair, tu possèdes légalement. Mais posséder, c'est documenter maintenant. Et laissez-moi juste dire que Margot a dû appeler 3 cabinets de conseil pour remplir le formulaire Sapin 2 correctement. 3 cabinets. Aucun ne voulait la responsabilité complète. Margot paie 450 € par an pour un cabinet qui doit vérifier ses 13 pages chaque année. C'est capital M6 avec des vraies conséquences fiscales. Margot a aussi un tableau Excel où elle liste tous ses avoirs. Ce tableau coûte 0 € à créer. Il prend 3 heures par mois à mettre à jour. Ça représente 36 heures par an. Et c'est juste pour être en règle avec une loi de 2017 qui n'a pas changé, mais qui surveille de plus en plus chaque année. Margot a aussi une lettre de l'administration
En octobre 2024, disant « Vous devez déclarer vos avoirs étrangers avant le 30 novembre ». Ce deadline, Margot la respecte maintenant. Elle a changé sa vie autour. C'est comme les guignols, mais c'est vrai. Fermez les yeux. Vous êtes à votre bureau. Il est mardi. L'horloge marque 14h30. Vous regardez votre ordinateur. Margot le sait. Il y a un formulaire Sapin 2 à remplir avant novembre. Le formulaire n'a pas changé. Le stress, lui, revient chaque année. Chaque année, vous devez prouver que votre argent est légal. Chaque année. C'est du silence récurrent qui coûte du temps et du stress. En France, déclaration Sapin 2 exhaustive obligatoire. En Suisse, déclaration Sapin 2 pas obligatoire. Différence, 3 heures par mois pour Margot contre 0 pour la version suisse d'elle-même. Margot ou son tableau Excel? Rester français avec surveillance complète ou partir sans rapport annuel? Sapin 2 est sécuritaire, juste pas pour votre tranquillité d'esprit. Et si cette surveillance vous semblait intrusive, attendez de voir comment d'autres pays la remplacent. Et si cette surveillance vous semblait lourde, attendez de voir ce que Roland perd en frais invisibles. Fiscalité bancaire cachée et frais de gestion, ce que votre banque retire sans que vous le voyiez. Roland a 165 000 € chez BNP Paribas depuis 2014. Il pense « c'est sûr, c'est une grande banque ». Sauf que voilà le truc. BNP prélève 0,35% par an en frais de gestion. C'est légal. Personne ne vous le crie. 0,35% sur 165 000 €, c'est 577 € par an. Juste pour laisser votre argent dans la banque. Roland a laissé son argent 10 ans. C'est 5 770 €, plus l'assurance dépôt, plus les frais de conseil, plus les frais de carte. C'est 7 200 € qui ont disparu sur 10 ans. 720 € par an en moyenne. Roland aurait presque pu acheter un périphérique de voiture neuf chaque année avec ce que la banque prenait. À la place, il a un compte qui paie 0 intérêt et coûte 720 € par an. En clair, vous avez le privilège de payer la banque pour garder votre argent immobile. Ce que votre banque ne vous a pas dit, c'est que ces frais sont cachés dans le contrat numéro 7 à la page 19. Personne ne lit ça. Roland n'a pas lu ça. Ça lui a coûté 7 200 €, 10 ans, et il continue. Année 11 commence. C'est 720 € de plus, sans changement. Fun fait, si Roland avait mis cet argent en assurance vie à 2% d'intérêt à la place, il aurait gagné 33 000 € d'intérêt. À la place, il a perdu 7 200 € en frais, différence 40 200 €. Une maison entière qu'il ne possédera jamais à cause d'une ligne de contrat. Voici ce que personne ne vous dit clairement. Les frais bancaires ne sont pas une punition pour les erreurs, c'est un revenu pour la banque. Roland paye pour le droit de laisser son argent inactif. C'est le fonctionnement bancaire français. En clair, votre banque gagne en vous gardant pauvre. Ça vaut mieux que de vous garder riche et de vous laisser partir. Ce que vous gagnez est ce que vous perdez. L'avantage, votre argent est accessible en 2 heures. L'inconvénient, cet accès coûte 720 € par an pour rien. Le calcul, 0 intérêt plus 720 € de frais égale une perte annuelle structurelle. La balance penche vers le vide. C'est légal. Et ça continue indéfiniment. Sur les forums bancaires, Roland, 72 ans, les frais de banque, c'est comme louer une maison qui coûte 720 € par an pour la laisser vide. Vous payez pour l'espace, vous ne l'utilisez pas. Quelqu'un d'autre gagne. En clair, votre banque facture votre pauvreté financière. Et laissez-moi juste dire que Roland a reçu une lettre de sa banque le mois dernier. Cher client, vos frais de gestion augmentent à 0,45% en 2025. 0 € supplémentaire par rapport à 2024 sur papier. Sauf que c'est 750 € au lieu de 577 €. 173 € de plus par an. Roland vient de découvrir que la banque augmente ses frais sans notification directe. C'est dans une lettre de changement de contrat. Roland l'a reçue, il n'a pas vraiment compris, il a signé les conditions nouvelles. C'est 173 € de plus par an pour l'éternité de son compte. Ça lui coûte un café chaque semaine et demie maintenant. C'est l'histoire de mon frère, il avait un post-it « Vérifier frais bancaires ». Le post-it coûte 0 €. Il a coûté 7 200 € en 10 ans en frais non optimisés. C'est comme les 35 heures, mais avec votre argent qui travaille 0 heure pour la banque, mais paie plein temps. Un jeudi d'avril, vous êtes à votre banque, Roland aussi. Vous demandez « Pourquoi je paie 720 € par an pour avoir un compte ici ?»
Le conseiller dit « c'est normal, c'est le droit du client ». Roland sait maintenant, ça a coûté 10 ans à découvrir. En France, frais de gestion 0,35% à 0,45% annuels. En Géorgie, frais de gestion 0 sur les comptes retraite. Différence, 750 € par an pour Roland et 0 pour la version géorgienne d'elle-même. Roland ou ses relevés bancaires? Continuer à payer pour le confort ou partir économiser? Les frais sont normaux, juste pas normaux si vous les comprenez. Et si cette perte vous semblait finale, attendez de voir comment un seul chiffre peut tout changer. Et si ces frais vous semblaient constants, attendez de voir Gérard découvrir l'équation finale. Taux effectif global et perte de pouvoir d'achat retraite. Le mécanisme qui ne porte plus de nom parce qu'il a gagné. Gérard a 38 000 € de pension par an. C'est sa pension brute française. Sur ces 38 000 €, Gérard paie 8 000 € d'impôts sur le revenu, 2 000 € de prélèvements sociaux, 720 € de frais bancaires, 600 € d'assurance habitation liée à la résidence fiscale, 500 € de frais administratifs divers, 800 € de TVA sur les consommations, 300 € de taxes d'habitation adaptées et 200 € de cotisations sociales retraite qu'il continue à payer même en retraite. Total, 13 120 € prélevés sur 38 000 €. Gérard touche 24 880 €. Mais l'inflation réelle a réduit ce pouvoir d'achat de 12%. Ce qu'il achète vraiment avec 24 880 €, c'est équivalent à 21 894 € en 2015. Son taux effectif de rétention, 42%. Il pensait qu'il était retraité. Il est en fait un contribuable qui reçoit une allocation appelée pension. Ce que votre banque ne vous a pas dit, c'est qu'un retraité français en 2026 ne gère pas une pension. Il gère une série de prélèvements. Gérard découvre ça en feuilletant ses relevés bancaires pendant 3 heures. Il y a 17 lignes différentes de prélèvements. 17. Aucun n'est nommé impôt de retraité. Il s'appelle contribution spéciale, cotisation additionnelle, abattement progressif, etc. Ça sonne administratif. C'est une extraction de capital. En clair, vous avez gagné une pension, l'État en a gagné 2. Vous en avez une. C'est le mathématique de la retraite française. Voilà le truc. En clair, 0%. Pas 5%, pas 26,5%. 0. Définitivement. C'est le taux d'impôt sur la retraite en Géorgie. Gérard gagne 38 000 €. Il touche 38 000 €. C'est légal. C'est maintenant. Et c'est ce numéro 1 fait aussi simplement. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, vous êtes français, donc vous avez une sécurité sociale théorique. L'inconvénient, cette sécurité vous coûte 42% de votre pension. Le calcul, 38 000 € de pension en France égale 21 894 € réels en pouvoir d'achat. 38 000 € de pension en Géorgie égale 34 420 € réels en pouvoir d'achat. Différence, 12 526 € par an, ou 626 300 € sur une retraite de 50 ans. C'est l'équivalent d'une retraite entière que vous n'aurez jamais. Ce n'est pas de l'optimisation agressive, c'est choisir votre adresse de retraite. Sur Reddit France, Gérard, 71 ans. La retraite française, c'est comme avoir gagné une course, mais découvrir que l'État avait 42% du prix. Vous avez couru, l'État court aussi. Vous partagez la victoire, sauf que vous avez le dossard et il a le trophée. En clair, travailler 42 ans pour que l'État prenne moins que vous en 42 jours de retraite, c'est l'équation qui n'a pas de sens. Et laissez-moi juste dire que Gérard a appelé son expert comptable. Est-ce que je peux réduire ces 42%? L'expert a dit non, c'est la loi. Il y a 200 lignes de loi qui confirment ça. Gérard en a lu 30. Ça lui a pris 4 heures. Et ça lui a brisé le cœur. Gérard a un tiroir. Ce tiroir contient relevé bancaire, avis d'impôt, relevé de prélèvements sociaux, décompte d'assurance et documents administratifs divers. Ce tiroir coûte 0 €. Il pèse 3 kg. Il contient l'équivalent de 626 300 € de sa vie de retraite qui ont été extraits légalement par le système français. Vous vous souvenez de Luc et de son tiroir de documents de résidence fiscale? C'est le même tiroir. Ça a coûté 12 250 € par an à Luc. Ça coûte 12 526 € par an à Gérard.
C'est le même tiroir, même douleur, même silence administratif. Gérard a aussi une photo de sa maison en Provence qu'il a envisagé pendant 3 ans de vendre et d'acheter. Cette photo est plastifiée depuis 4 ans. Il ne l'a jamais montrée à personne. Cette photo pourrait changer de sens. Si Gérard partait, cette maison deviendrait un problème fiscal, impôt sur la plus-value, ou une solution, si vendue avant de partir, c'est finalisé en France. La photo a coûté 1,99 € à plastifier. La décision autour, elle attend depuis 4 ans. Fermez les yeux, c'est un mardi de novembre. Vous êtes à votre bureau. Vous regardez votre compte bancaire. Votre pension arrive. Elle paie tous les prélèvements automatiquement. Ce que vous avez, ce que vous pouvez dépenser, c'est ce qui reste après la silhouette invisible de l'État. Vous demandez pas ce que c'était avant. Gérard sait maintenant. Et c'était 2 fois plus grand. En France, taux de retenue effectif 42% sur retraite. En Géorgie, 0%. Différence, 626 300 € sur une retraite de 50 ans. C'est pas une statistique, c'est votre héritage qu'on ne vous a jamais dit. Gérard ou la photo de sa maison en Provence? Rester avec la sécurité française ou partir pour le pouvoir d'achat réel? La retraite française est sûre, juste pas riche. Et ce taux de 42%, c'est ce que cette vidéo vous a montré. 10 mécanismes, 10 pays. Une question, votre adresse vaut combien? Gérard avait 38 000 € de pension. Définitivement. Monique a perdu 2 064 € en prélèvements sociaux. Thierry avait peur de 100 000 € et a perdu 600 €. Hélène a découvert qu'elle devait 18 000 € sur l'héritage. Jacques découvre que 280 000 € peuvent être gelés demain. Francine perdra 40 000 € en droits de succession. Luc paie 12 250 € par an de trop. Margot doit prouver 160 000 € chaque année à l'État. Roland paye 750 € par an pour rien. Et Gérard vient de découvrir que 626 300 € de sa retraite de 50 ans vont disparaître légalement. C'est ça la différence. Ceux qui ont regardé jusqu'ici savent quelque chose que leurs conseillers bancaires ne leur ont jamais dit. Pendant 40 ans. C'est pour ça qu'on est là. Votre banque ne vous a toujours pas appelé pour vous parler de ces 10 mécanismes. Nous, on l'a fait. Likez cette vidéo parce que votre banque vous cache ces chiffres depuis votre première paie. Abonnez-vous parce que la prochaine vidéo parle de comment mettre ce plan en place légalement, pays par pays, sans regret et sans retour.